Bonjour Jean-Hugues Ratenon. Alors l'actualité immédiate, c'est évidemment cette nuit agitée à Saint-Denis. Les bus du réseau Citalis sont une nouvelle fois été la cible de caillassages cette nuit, notamment dans le quartier de Montgaillard. Des actes qui, c'est vrai, se multiplient depuis 3 semaines. On pourra aussi évoquer le réseau estival dans votre circonscription. Conséquence, le réseau, en tout cas à Saint-Denis ce matin, est très perturbé. Plusieurs lignes ne sont pas en service. Faut-il être plus ferme, Jean-Hugues Ratenon, avec les mises en cause qu'on n'a pas encore interpellées, évidemment? Effectivement, de toute façon, nous voyons que c'est sur des endroits bien ciblés. Déjà, avant de commencer, je voudrais saluer les auditeurs et auditrices de Freedom. Maintenant, il faut beaucoup de fermeté, mais pour autant, il faut les attraper. Oui. Et donc là, c'est quelle méthode, quelle organisation pour les attraper? Et j'ai entendu, j'étais sur la route, un auditeur, moi je ne suis pas pour les balances, mais à un moment donné, à situation exceptionnelle, mais exceptionnelle, nous avons tous un téléphone portable, nous avons tous des appareils photo, presque 90% de la population marche avec un appareil photo et des fois avec Internet. Donc la délation. Un moment, il faut pas laisser faire de toute façon. Et puis, il faut voir Oui. quelles sanctions aussi. Alors, quelles sanctions, justement? Alors, ça a été l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Vous y étiez, Jean-Hugues Ratenon. Faut-il suspendre les allocations familiales des familles de délinquants, si tant est que ces délinquants soient des mineurs et si tant est que leur famille soit éligible aux allocations familiales? Peut-on jouer là-dessus? Je sais que vous n'êtes pas trop favorable à cette solution. Si les parents sont des gens qui travaillent, qui ont un salaire, est-ce qu'on suspend les salaires? Je ne sais pas. Comment se fait-il que d'entrée, on cible les familles qui bénéficient des minima sociaux? Est-ce qu'on a déjà identifié ces jeunes? Est-ce qu'on considère... Selon vous, il n'y a pas de lien de cause à effet entre délinquance et milieu social? Ça a été documenté, Jean-Hugues Ratenon, pas de langue de bois. Oui, mais non, pas de langue de bois. Moi, je ne suis pas spécialiste de cela. Mais vous êtes dans la provocation, vous êtes dans votre rôle. Non, je me sers tout simplement d'études qui ont été documentées entre le lien entre tout simplement les origines sociales et ensuite la délinquance. Enfin, il n'y a plus d'ambiguïté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être faudra étudier pourquoi sommes-nous à cette situation. Je dis, si jamais ces jeunes sont issus de familles qui bénéficient des minima sociaux, couper les minima sociaux, c'est aggraver encore plus la situation. Parce que imaginez que cette famille a un enfant en bas âge de 3 ans, un bébé, et donc qu'est-ce qu'on fait? On n'alimente plus le bébé, on ne donne plus à manger toute la famille. Alors, sauf que Bruno Retailleau, sénateur, les Républicains, c'est pas votre famille. Quand les parents sont incapables d'exercer leur autorité parentale, je ne vois pas pourquoi la société leur verserait des allocations familiales. C'est ce qu'il a dit. Mais ça, c'est la langue de bois. Ça, c'est véritablement caresser dans le sens des poils. Moi, je ne joue pas à cela. J'essaie de comprendre. Et aujourd'hui, personne n'a véritablement la solution. Parce que si on avait la solution, c'était réglé. Maintenant, il faudrait voir combien de jeunes avons-nous dans ce pays? Combien de marmailles avons-nous dans ce pays? Et ces caillassages concernent combien de jeunes? Quel est le pourcentage de jeunes qui jouent avec la vie des gens, qui jouent avec les nerfs des gens, qui jouent avec la santé des gens? C'est bien identifié, plus ou moins, les secteurs. À mon avis, c'est une infime minorité. Donc, il faut voir comment les identifier et quelles sanctions mettre en place. Beaucoup d'éditeurs n'hésitent pas et ils le font de manière décomplexée, à tort ou à raison, je ne sais pas. Beaucoup d'éditeurs n'hésitent plus à faire le parallèle entre immigration, souvent venue de Mayotte, et délinquance. Est-ce que vous faites vous aussi le parallèle ou vous ne voulez pas le faire? Je n'ai pas le droit. Effectivement, on a quelques signaux. Donc, il faut se poser la question, mais pourquoi sommes-nous dans cette situation? Mais je connais aussi des secteurs où ce sont des jeunes rayonnés qui font cela. Et puis, quelqu'un qui habite à La Réunion, de fait, est rayonné. Donc, maintenant, comment allons-nous faire? C'est vrai que la tendance, la majorité des gens pensent comme cela. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que parce que je suis un élu, est-ce que parce que j'ai besoin de l'électorat, pour autant je vais suivre ce chemin? Est-ce que vous êtes tenu par la France insoumise qui, c'est vrai, n'est pas trop dans ce discours-là parce que ce courant politique ne veut pas marcher sur les plates-bandes de Zemmour ou de Le Pen? Je voudrais vous dire, je l'ai dit à plusieurs reprises sur votre antenne, je suis le député inscrit à l'Assemblée nationale et au niveau de la Commission nationale de financement de la vie politique, comme un député résistance.
Mon organisation politique, c'est Résistance. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi, ça? Très concrètement, ça veut dire quoi? Terminer, s'il vous plaît. Après, je suis dans le groupe La Française Soumise, la Française Soumise, elle-même est dans la NUPES. Il y a des moments où je ne suis d'accord, il y a des moments où je ne suis pas d'accord. Je suis rayonné avant tout. Et je défends l'intérêt de mon pays. La situation à La Réunion n'est pas la même dans l'Hexagone, mais on commence à... C'est-à-dire que vous n'êtes pas un député insoumis, alors, que ce soit clair, parce que là, c'est un peu ambigu, si je peux me permettre. Soumis. Est-ce que vous êtes un député de LFI? Est-ce que vous êtes un député de la NUPES? Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, j'ai aussi mon identité et j'y tiens à mon identité. C'est extrêmement important parce qu'il faut être rayonné avant tout. Comment tuer sa propre maman, sa propre nièce, un agent d'entretien de sang-froid? Il faudra trouver les explications. Ce sont vos mots, Jean-Hugues Ratenon. C'est un communiqué paru il y a quelques jours suite au drame de la possession ce samedi. Je suis obligé de vous interroger à ce sujet car beaucoup en ont parlé sur la libre antenne. Faut-il pour ce type de drame la peine de mort pour les mises en cause? Mais la peine de mort vis-à-vis de qui? Allons-nous vis-à-vis des mises en cause, oui. Déjà, je suis totalement contre la peine de mort. Ce n'est pas à un être humain de retirer la vie à un autre être humain. Ça, je pense qu'il y a d'autres solutions. Si on a aboli la peine de mort dans ce pays, ce n'est pas pour remettre la peine de mort. Il y a la prison, il y a des peines dures, etc. etc. Même dans pareille situation, vous ne voulez pas en entendre parler? Non, il est hors de question. Maintenant, comment? Et la question est là, justement. Et qui a la réponse? Parce qu'on nous dit que cette personne, moi j'ai vu la photo de la personne, toute la Réunion était choquée par pas seulement le quartier. Et donc comment peut-on tuer sa propre mère et un membre de sa famille, et notamment... Mais politiquement, quelles sont vos réponses, Jean-Hugues Ratenon? Parce que, bon, là, on enfonce des portes ouvertes, c'est pas bien, d'accord. Mais politiquement, quelle est votre... Il n'y en a pas, il n'y a pas vraiment de réponse politique qu'on puisse apporter à ça? Quand, à l'Assemblée nationale, et lors des débats en commission... Malheureusement, les débats ont tourné court dans l'hémicycle puisqu'on a dégainé le 49.3. Notre discours, c'était quoi? Il faut revoir la loi de financement de la sécurité sociale. Il faut mettre plus de moyens dans notre société, dans le service public de la médecine et de la santé, parce qu'il y a un problème de santé mentale dans ce pays. Et c'est tabou, malheureusement, la santé mentale. Et là, on est véritablement sur un cas de santé mentale. J'ai pris l'exemple aussi de ce qui s'est passé, ce qui se passe dans l'Est, où j'ai été contacté par des soignants, notamment des infirmiers, qui me disent qu'ils sont en danger. Ils sont en danger. Et donc, quelle solution avant que véritablement le malade en face passe à l'acte? Et je précise que vous vous êtes récemment exprimé sur la situation financière du CHU de La Réunion, effectivement, oubliée par certaines subventions. Et on y reviendra. On n'a pas les moyens on y reviendra avec les auditeurs, Jean-Hugues Ratenon, avec grand plaisir. Alors, les chiffres de l'emploi, je change de sujet. Les chiffres de l'emploi à La Réunion sont tombés il y a une semaine. Le bilan, chômage en légère baisse pour ce troisième trimestre 2023. Thème d'actualité après l'adoption de la loi plein emploi à l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est d'atteindre 5% de chômage d'ici 2027. Projet de loi pas tout de suite adopté pour les départements d'outre-mer. Il y aura une adaptation compte tenu de nos spécificités. Si on en tient au texte et si on s'en tient à ce texte tel quel, Jean-Hugues Ratenon, les allocataires du RSA devront effectuer 15 heures de stage, de coaching ou d'immersion en entreprise sur une île où 96 000 personnes sont bénéficiaires du RSA. Est-ce que vous dites bravo? Je ne dis pas bravo. Je dis tout simplement, et vous l'avez dit, la loi ne s'applique pas encore à La Réunion. Nous sommes toujours dans la phase d'expérimentation et on n'a pas encore le bilan, le rendu de l'expérimentation. C'est un peu tôt. Et donc, comment voter une loi alors que l'expérimentation n'est pas terminée, qu'on n'a pas tiré les enseignements de l'expérimentation? Phase d'adaptation pour les Outre-mer. L'ordonnance, c'est pas pareil. Donc, on nous dit que La Réunion, ce sera par voie d'ordonnance. L'ordonnance, ça ouvre la voie à tout et n'importe quoi aussi en même temps. Donc, c'est à nous aussi d'être vigilants pendant cette période. Qu'est-ce qui vous fait peur? Donc, vous ne voulez pas le plein emploi à La Réunion, Jean-Hugues Ratenon? Mais le plein emploi, vous savez que je milite pour le plein emploi. Mais c'est quoi le plein emploi? Si c'est des contrats aidés, ça compte pas, Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est un chiffre? C'est-à-dire 5% tel que défini par le Bureau international du travail, ou bien ce sont de vrais travails
avec un salaire, avec un pouvoir d'achat et la possibilité de faire vivre sa famille. Vous pensez, si on me dit aujourd'hui, il y a la possibilité d'insérer tout le monde sur 15 heures de travail, ça veut dire qu'il y a du travail. Alors pourquoi ne pas transformer ces 15 heures en contrat de travail d'un certain nombre de domaines? L'idée derrière, c'est aussi peut-être de davantage surveiller certains qui, effectivement, disparaissent complètement des radars. 18% des bénéficiaires du RSA ne sont pris en charge par personne. Hein, voilà. C'est un problème, ça, selon vous, ou pas? Mais c'est véritablement un problème. Ça veut Mais à dire qui que la faute? Le RSA, le bénéficiaire ou bien l'État? C'est un déficit du service public. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment... Attends, laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me couper à chaque fois comme cela. Sinon, c'est pas la peine de m'inviter. Qui est responsable? Quand les gens partent au Pôle emploi ou dans d'autres organismes d'insertion et qu'au final, il n'y a pas de solution, ils essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Vous savez aussi que beaucoup ne perçoivent pas le RSA tout simplement parce qu'ils préfèrent vivre sans revenu. Et ça existe, le recours, les non-droits, le non-recours aux droits. Donc ça existe. Et le pourcentage est très élevé. On estime à 15-20% le pourcentage. Donc dans tous les sens, ça existe. À qui la faute? À qui la faute, Jean-Luc Gratton? Je vous repose la question. À qui la faute? C'est pas moi, c'est sûrement pas vous non plus. Mais non, personne ne dit ça. Mais est-ce que c'est l'État ou le bénéficiaire qui ne cherche pas vraiment? Voilà. Mais c'est un peu tout le monde, à mon avis. Okay. Après, il y a un certain nombre de bénéficiaires qui ne cherchent pas, mais beaucoup cherchent quand même. De là à dire que tous ceux qui perçoivent le RSA ne cherchent pas. Personne ne dit ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut... Parce que moi-même, je sais d'où je viens quand même. Et je fréquente des gens de ce milieu. Donc, de là à considérer que ce sont des paresseux ou à considérer que ce sont des gens qui profitent du système, mettez-vous au chômage, mettez-vous au RSA, allez vivre quelques jours, allez faire de l'immersion dans ces familles. N'est-ce pas à l'allocataire de se manifester? N'est-ce pas à l'allocataire de se manifester et de dire je ne suis pas à Pôle emploi, je ne suis pas enregistré dans les fichiers? Est-ce que ceux qui manifestent, il y a des solutions pour eux? Combien de personnes sont inscrites au Pôle emploi? Est-ce que vous avez les chiffres? Aucun chiffre. Plusieurs dizaines de milliers. Et dans les catégories qui recherchent un emploi de manière active, il y a à peu près 100 000 demandeurs. Donc, ils sont identifiés, ces gens-là. Où sont les solutions? Où sont les solutions? Dans les tuyaux, je dis bien dans les tuyaux, ce n'est pas effectif et ce n'est pas dans ce texte, projet de loi plein emploi. Il y a la perspective de cumuler prestations sociales et salaires pour les travailleurs réunionnais. C'était une idée émise par Michel Vergoz, apparemment très écouté à Paris. Vous qui demandiez il y a un an qu'on arrête d'emmerder ceux qui travaillent au noir, je mets des guillemets, vous parliez des coupeurs de canne notamment, vous êtes rassuré alors avec ce projet de pouvoir cumuler emploi saisonnier et prestations sociales? Nous allons pas chercher le parrain de cette proposition. Je pense que vous avez la mémoire courte quand vous dites que c'est une idée de Michel Vergoz. Et il l'a reprise. Maintenant, si ça marche, j'estime que c'est une très bonne idée. Ah bon? J'estime que c'est une très bonne idée. Mais je ne comprends pas pourquoi vous faites le parallèle avec le coupeur de canne. Là, je ne vois pas. En fait, maintenant, non, mais attendez, vous m'interpellez là-dessus, Jean-Luc Gratton, je suis obligé de vous répondre. Vous disiez, il y a un peu plus d'un an, vous êtes mon invité. Il y avait eu des coupeurs de canne qui avaient été contrôlés, effectivement, je crois que c'était dans le sud de l'île, et c'est vrai qu'ils travaillaient au noir, ces coupeurs de canne, et on les avait contrôlés, c'était la gendarmerie à l'époque, et vous étiez ému de cette situation en disant, arrêtons d'emmerder les Réunionnais. Voilà, c'était ça. C'était... pas tous les rayonnés, les coupeurs de canne. À 6h, 7h du matin, des gendarmes dans un champ de canne en train d'emmerder des gens qui essaient d'arrondir les fins de mois, alors qu'il y a des crimes partout, alors qu'il y a des gamins qui caillassent les bus, etc., etc. Vous trouvez que c'est normal? Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a un manque de cohérence dans ce que vous dites, Jean-Luc Gratton, si je peux vous répondre. Pardon, Jean-Luc Gratton, vous avez combattu pour de meilleures retraites pour les Réunionnais. Et tout le monde vous a rejoint là-dessus, Jean-Luc Gratton. Et là, il y avait de la cohérence. Quand vous encouragez finalement ceux qui sont au RSA à travailler au noir, est-ce que vous faites du bien à leur future retraite? Et vous augmentez leur pension en faisant ça? Vous êtes en plein dans la langue de bois, là. Je vous pose la question. Non, mais vous êtes en plein dans la langue de bois. Soit vous comprenez rien, soit vous faites... S'il vous plaît, répondez à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'incohérence? Vous combattez pour des retraites plus élevées et vous voulez qu'on laisse travailler les gens au noir. Bon,
Quelques personnes, quelques dizaines de personnes vont couper les cannes pendant la période sucrière. Vous pensez que c'est cela qui pose problème à l'emploi? Si ces gens avaient un emploi pour pouvoir cotiser à la retraite, mais ils étaient sur leurs emplois, mais pas dans les champs de canne. On recherche des serveurs, on recherche des maçons dans le bâtiment, on recherche des artisans, on recherche des plombiers. Du travail, il y en a, Jean-Hugues Rattenon, à La Réunion. Et les chiffres sont sortis par Pôle emploi. Bon, voilà. Moi, je pense que vous mélangez tout. Tout. Pourquoi? Vous savez que j'ai rencontré, depuis 15 jours, je rencontrais. Tout à l'heure, j'aurai un rendez-vous aussi avec le président de la Chambre d'agriculture, à 13h30, aujourd'hui. Je vous invite à venir. La semaine dernière, j'ai rencontré le président de la Chambre de commerce et en début de semaine, j'ai rencontré le président de la Chambre des métiers. Justement, c'est quelle réflexion par rapport aux métiers en tension. Là, vous pointez du doigt les métiers en tension. Exactement. Vous ne pointez pas du doigt l'emploi en général. Donc, vous ciblez un point et vous généralisez. Et ce n'est pas très honnête comme comportement. Je vous parle simplement des métiers où on embauche. Enfin, voilà, pardon, je suis bête et discipliné. C'était quoi la réponse? Et j'ai demandé au président de la Chambre des métiers, je dis, quelle solution? Et il me dit, la solution, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat, rendre ces métiers attractifs. Et parallèlement, mettre en place des formations qui correspondent aux besoins de la société. Il y a un décalage. Donc, il faut comment réajuster. Mais là, vous répondez, là, c'est parfait. Je réponds tout le temps si vous me laissez répondre. Mais là, vous me laissez répondre. Donc, il y a la réponse. Essayez de tenir comme ça jusqu'à la fin de l'émission. S'il vous plaît. Bon, allez-y. Donc, voilà, il m'apporte, il me donne des réponses. Et donc, l'idée, ce serait, à un moment donné, que l'ensemble des chambres, y compris les syndicats d'employeurs et de salariés, et les élus, eh bien, qu'on arrive à mettre en place cette plateforme pour pouvoir les négocier avec l'État pour mettre les moyens en place. Il ne suffit pas de prendre une loi plein emploi, parce que vous aimez bien les titres, plein emploi, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire 5% de chômage d'ici 2027. Mais voilà, je pense que c'est clair. Je vous donne rendez-vous en 2027. Très bien. Et on va, si vous le voulez bien, Jean-Hugues Rattenon, rejoindre pendant une première session les auditeurs. On reviendra avec vous ensuite. Dans un second temps, eh bien, nous rejoindrons une nouvelle fois les auditeurs. Pardon ? J'étais très grippé en arrivant. Ça va mieux. Ça va mieux. Bon, très bien, effectivement. Et merci d'être venu malgré votre état de santé. C'est pas grave, vous êtes quelqu'un de solide, Jean-Hugues Rattenon. On va tout de suite au standard. Je rappelle le numéro, beaucoup d'appels déjà. 02 62 99 10 00. Premier appel, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, une voix masculine ou féminine? Pardon, je n'arrive pas à distinguer. Madame. Madame, bonjour madame. Jean-Hugues Rattenon vous écoute. Oui, déjà, je voudrais faire juste une petite intervention. Rapidement, il y a beaucoup d'appels, madame. Oui, mais non, mais si vous me coupez sans arrêt, j'y arriverai pas. Oui, ok. C'est sa spécialité, madame. Quand vous avez présenté tout à l'heure les sujets, vous avez dit la France insoumise ne veut pas intervenir sur ces sujets-là parce qu'elle ne veut pas marcher sur les plates-bandes du RN. Oui, exactement. Alors, monsieur, vous ne connaissez pas le français parce que la France insoumise ne veut pas justement marcher dans le même... Alors, madame, votre question, madame, je vais finir, je vais enchaîner ma question. Mais on n'a pas beaucoup de temps, madame, je suis navré. Laissez-moi expliquer ce que je ressens, sinon c'est pas la peine de prendre les auditeurs. Alors, je vous en prie, madame. Donc, voilà, c'est pas du tout ça, puisque très bien. Le RN est un parti raciste et la France insoumise est un parti humaniste. Alors, si vous savez pas ce que c'est la différence, vous prenez un dictionnaire. Alors, ça va, madame, je pense que je suis totalement capable de faire la différence entre le Rassemblement national et la France insoumise, il n'y a pas de problème. Madame, pour que votre intervention soit pertinente... Je vais finir maintenant. Madame, allez, s'il vous plaît. Allô. On vous écoute, madame, on vous écoute. Oui, monsieur Rattenon, je voudrais que vous parliez un peu de ce que, en ce moment, est dit sur la France insoumise, c'est-à-dire que ce sont un parti anti-police et un parti antisémite. Est-ce que vous auriez des explications à nous donner sur ces deux sujets? Voilà une question pertinente, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Hugues Rattenon, alors effectivement, question d'actualité à l'heure où la NUPES se déchire. Vous pouvez répondre à madame éventuellement? Non, mais très rapidement, moi je ne suis pas antisémite, loin de là, au contraire. Et je ne suis pas anti-police, loin de là, au contraire. Il faut protéger notre service public, il faut protéger nos forces de l'ordre. Bon, mais quand vous entendez certains de vos camarades à la France insoumise... Qui a dit quoi? Alors, par exemple, dans l'affaire Naël, Jean-Luc Mélenchon n'a pas hésité à dire que les émeutes
c'était tout simplement des réponses aux violences policières. Voilà, vous voulez une réponse, je vous la donne. C'est ce type de sortie qui peut gêner certains de la NUPES, certains socialistes ou certains communistes. On peut interpréter cela dans tous les sens. Il suffit de prendre un mot à un moment donné en fonction d'une situation. D'accord. D'une situation. Mais vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon est pour une police de proximité. Il est pour une réforme de la police pour justement éviter que quelques policiers jettent le trouble sur l'ensemble du métier de la police. Et effectivement, les émeutes étaient une réponse à cela. Est-ce qu'ils avaient raison, les émeutiers? À mon sens, non. Et je pense que nous allons venir sur d'autres sujets. Et évidemment, vous voulez vite évacuer ce sujet, j'ai l'impression que ça vous dérange. Allons-y. Bon, allez, on continue. On a vu ce qui s'est passé dans l'Hexagone, on a vu les dégâts avec toutes les conséquences que ça a. Tout le monde était pressé que ça s'arrête. Heureusement que c'est arrêté. L'objectif maintenant, c'est de dire comment allons-nous réformer les choses. Quelle politique dans les cités et les quartiers populaires pour justement que cela n'arrive plus. On continue au standard. Beaucoup d'appels. Un standard plein. Bonjour et bienvenue. Deuxième appel. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour M. Ratneau. Bonjour. Mais bon, comme M. Ratneau, il a dit qui est l'invité et qui... Alors, je vous écoute monsieur, posez votre question plutôt que de faire une analyse média. Voilà. Une analyse déjà de faire à vous-même. Parce que vous invitez un invité... Monsieur, c'est dommage parce que vous perdez du temps. Vous perdez du temps, monsieur, je suis navré. On perdra Allez. beaucoup de temps. Je peux vous dire ça. Ok, très bien. Votre question? Ah, vous n'en aviez pas. Bon, eh ben, on continue au standard. 02. Vous avez vu, à Freedom, on ne filtre rien du tout et on passe tout le monde à l'antenne. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça, je tenais à le souligner. Troisième appel, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphane de Saint-André. J'avais une question concrètement, parce que M. Ratneau, bonjour. Vous dites que vous êtes pour la police de proximité. Effectivement, Charles Huillier a présenté votre prise de position par rapport aux émeutes qu'il y a eu en France face à l'affaire Naël. Aujourd'hui, est-ce que vous cautionnez les propos du leader de la France Insoumise, qui est anti-flic, anti-bac? Est-ce que vous cautionnez ça et qu'est-ce que vous faites pour le retour un petit peu des fonctionnaires en règle générale pour l'île de la Réunion, sachant que vos prises de position sont quand même contestées et à contrario, on vous a vu quand même lors de l'inauguration du commissariat de police de Saint-André aux côtés de Joël Bédier. Donc votre position, elle est un petit peu ambiguë. Donc moi, j'aimerais que vous clarifiez ça un petit peu et savoir est-ce que vous cautionnez les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le désarmement des BAC. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on est en urgence alerte attentat avec ce qui se passe sur le territoire national. Est-ce que vous cautionnez ça en tant qu'élu de la République, en tant que député? Et vous êtes comme moi, vous êtes payé par l'État français. Donc moi, j'aimerais que vous clarifiez ça aujourd'hui sur Vous êtes policier, monsieur? Oui, vous êtes policier, monsieur? Oui, tout à fait. Je suis policier. Malheureusement... Vous connaissez ma position par rapport à la police à La Réunion? Je connais votre position. Malheureusement, je suis indigné par les propos que votre leader de la France Insoumise n'arrête pas de faire. Vous n'êtes pas indigné par moi? Écoutez, moi, je vous demande de clarifier ça à l'antenne de Freedom, M. Ratneau. Merci, monsieur, et bon courage dans l'exercice de vos fonctions qui ne sont pas faciles du tout, même à La Réunion. Jean-Luc Ratneau, question extrêmement claire de monsieur. Je pense que dans tout corps de métier, il y a un certain nombre de dérives, et donc il faut alerter, sinon nous allons dans tous les sens. Effectivement, j'étais présent lors de l'inauguration, etc., parce que c'est le service public, il faut encourager, il faut être présent là où il y a sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais je l'ai dit, ces propos, ce sont des propos sortis d'un contexte. Maintenant, quand on dit il faut désarmer, effectivement, il faut désarmer un certain nombre de policiers, notamment du corps de la police, mais pas en période où on est en alerte attentat. Est-ce que votre groupe politique est clair là-dessus? Parce que ça coule pas de source, en fait. Écoutez, moi, je pense qu'ils sont clairs parce que nous, on a le discours en interne. Effectivement, peut-être sur le plan médiatique, c'est pas très clair, mais moi, je ne suis pas inquiet par la position de mon groupe politique, puisque moi-même, je vis ce que je vis et je connais ma position, et ma position est claire. Allez, on continue au standard. On continue encore quelques minutes au standard et on vous rejoindra dans la seconde partie de cette émission, c'est promis. 02 62 99 10 00. Bonjour. Allô? Oui, bienvenue monsieur. Nous sommes en direct. Jean-Hugues Ratneau, député de la 5e circonscription, vous écoute. Oui, bonjour à tous sur le plateau. Voilà, moi, je voulais poser une question. Monsieur Ratneau, ça fait déjà 5 ans qu'il est député. Oui.
il a un salaire comme les députés de la métropole. Nous, ici, les travailleurs à La Réunion, on n'a pas les mêmes salaires que les travailleurs de métropole. Ils pensent faire quoi pour ça? Alors, monsieur, je me permets d'intervenir. Peut-on connaître votre domaine d'activité et votre secteur? Le bâtiment, d'accord. Que ce soit le bâtiment... Je peux être très indiscret, monsieur, et vous demander votre salaire? On fait quoi? On fait du 1 300 € par mois. Voilà. Et un travailleur comme vous, là-bas, en métropole, peut prétendre à plus? Ah, largement plus. Ici, on est payé à 10-15% de moins qu'un travailleur métropolitain. Et pourtant, on est en France. Merci, monsieur, et bon courage. Vous êtes maçon, c'est ça? Que ce soit M. Radlon ou tous les députés, eux, ils touchent les mêmes salaires qu'en métropole. Oui. Allez, merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, monsieur vous interpelle. Oui, voilà. Et même les transporteurs, hein, c'est beaucoup moins intéressant ici. Nous, on touche effectivement les mêmes rémunérations, mais on ne va pas dire, écoutez, on est à La Réunion, donnez-nous moins. Je veux dire, il faut être sérieux à un moment donné. Concernant les revenus à La Réunion, effectivement, les revenus sont beaucoup plus bas, les prix sont plus élevés, donc le problème du pouvoir d'achat est beaucoup plus important sur notre territoire. Et c'est pour cette raison que dans le cadre d'un amendement qui a été rétoqué avant même que ça arrive en commission dans le cadre de la loi de finances, que j'ai demandé à ce qu'on applique une majoration sur l'ensemble des salaires dans notre territoire. Une majoration de quel ordre, notamment? Écoutez, sur la base minima, l'INSEE, 9%. Sur la base minima de la fonction publique, puisqu'il y a un rapport qui est sorti là-dessus, qui plus ou moins... Attendez, vous vouliez qu'on aligne tout le monde sur la base des surrémunérations dans la fonction publique? C'est de 35%, à mon avis. Oui, c'est ça. Mais bon, l'INSEE dit qu'il y a 9% de différentiel. Donc, bon, voilà, 9% sur le général. Sur le général, mais tout à fait. En fonction des postes, ça peut aller jusqu'à 50, 37% dans l'alimentaire, effectivement. Donc voilà. Maintenant, effectivement, monsieur me dit que dans le bâtiment, il touche un salaire de 1 300 €. Ça m'étonne quand même parce que le bâtiment à La Réunion est bien structuré. Pour autant, les salaires restent inférieurs. Dans le bâtiment, à ce niveau-là, un ouvrier dans l'Hexagone touche à peu près 2 000 €. Alors, je vais laisser quelques minutes les auditeurs, Jean-Hugues Ratenon, et on va quand même parler de la NUPES, hein, parce que l'ambiance n'est pas au beau fixe au sein de votre groupe politique, intergroupe politique. L'affaire Catanins, il y a 1 an, l'affaire Naël, il y a 3 mois, l'affaire Médine, et dernièrement, le conflit israélo-palestinien. Quelle est l'ambiance? Quelle est l'ambiance, Jean-Hugues Ratenon, au sein de la NUPES? Il y a l'ambiance de l'Hexagone, de la France continentale. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, il y a l'ambiance à La Réunion. Tout se passe bien entre les parlementaires de la NUPES, au-delà même de la NUPES. Donc, il n'y a pas de souci à notre niveau. Maintenant, concernant l'Hexagone, entre les députés, il n'y a pas de souci. C'est entre les dirigeants, entre les têtes. Qu'il y a un problème. Pardon, moi, je vais tout simplement reprendre les propos peut-être de Fabien Roussel, si vous voulez. Fabien, c'est un dirigeant. Oui, alors si vous voulez, alors le porte-parole du PS, Luc Carnouva, qui a déclaré qu'une nouvelle union de la gauche sans Jean-Luc Mélenchon, c'est tout à fait possible. Voilà, lui, c'est pas un dirigeant, c'est un porte-parole. Bon, voilà. Un porte-parole, c'est un dirigeant. Jean-Hugues, non, tout le monde n'est pas porte-parole. Ne jouons pas sur les mots, s'il vous plaît. Vous jouez sur les mots et vous me dites ne jouez pas sur les mots. Maintenant, je vous le dis, il suffit de regarder les rapports de l'Assemblée nationale, parce que moi, c'est à ce niveau-là, la NUPES est à l'Assemblée nationale. Il suffit de regarder les rapports et vous allez voir que il y a une unité au niveau du vote. Il y a une unité. Donc, il n'y a pas de souci. Mais sur les questions de société, au niveau des dirigeants, il y en a qui souhaitent se démarquer dans la perspective des présidentielles ou des européennes. C'est leurs affaires. Ça ne me regarde pas, honnêtement. Ce ne sont que des questions électoralistes, selon vous. Il n'y a pas de question de conviction sur le crime de guerre, sur les crimes de guerre concernant le Hamas, refus de parler de terrorisme. Vous dites qu'il y a consensus au sein de la NUPES à ce sujet, même entre députés. Je ne suis pas convaincu, Jean-Hugues Ratenon. Oui, mais bien sûr que vous sortir des exemples. Voilà. Bien sûr que vous n'êtes pas convaincu, mais regardez les nuances dans les propos. Mais vous pouvez aussi regarder le vote là-dessus au sein de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que les députés font bloc à ce niveau-là. Même si Fabien Roussel, de temps en temps, fuit les votes, on ne le voit pas, il se cache, etc. Moi, personnellement, j'estime que ce n'est pas un dirigeant, M. Fabien Roussel, et c'est dommage puisqu'il est à la tête du Parti communiste français, mais je souhaitais que ce genre de personnage arrête de faire de la politique. Alors, il a quitté la NUPES, hein. Le PCF a quitté la NUPES, effectivement. Mais pas le groupe GDR à l'Assemblée nationale. Et il est dans le groupe GDR à l'Assemblée nationale.
qu'est-ce qu'il attend pour quitter le groupe GDR, qui fait partie de la NUPES? À un moment donné, il faut aller jusqu'au bout du bout. Et il est très contesté à l'Assemblée nationale. Moi, je regarde l'Assemblée nationale, je ne regarde pas ce qui se passe à la rue La gauche Fabien, du travail contre la gauche des allocs, avait-il dit il y a un an. Vous souscrivez à ces propos? Pas avant. Il est en train de chercher sa voie. C'est une stratégie purement électoraliste, mais c'est dommage, parce que quelles conséquences? La seule chose qu'il peut faire, c'est faire perdre la gauche et le camp progressiste aux prochaines présidentielles. Les socialistes disent qu'une union de la gauche est tout à fait possible sans Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous dites qu'il faut remplacer Jean-Luc Mélenchon? C'est ce que sous-entendait à demi-mot Alexis Corbière, votre camarade à la France Insoumise. C'est à la France Insoumise de décider s'il remplace Jean-Luc Mélenchon. Votre point de vue personnel? Aujourd'hui, pour moi, non. Je le dis très clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader au niveau de Jean-Luc Mélenchon, de leader sur l'aile Alexis gauche. Corbière, Mathilde Panot. Mathilde Panot, quoi? Alexis Corbière, Mathilde Panot ont-ils l'étoffe d'un leader? Mathilde Panot ne demande pas à prendre la tête de la... Non, mais Alexis Corbière... Alexis Corbière ne demande pas à prendre. J'ai discuté encore avec lui dernièrement. Maintenant, regardez les sondages. 2 sondages sont parus. On est plus ou moins dans la même situation. Jean-Luc Mélenchon apparaît à 17%, en 3e position après le candidat de Macron, et en tête, Mme Le Pen. Donc, il est toujours très présent dans les sondages. Et vous savez, si vous regardez les sondages lors des derniers présidentielles, et vous savez très bien que, en gros, Mélenchon démarre un peu bas, et c'est le candidat qui arrive à engranger le plus d'électeurs. Est-ce que Fabien Roussel vous fait peur en vue de 2027? Oui, il fait peur dans la mesure où Division. Il peut faire perdre la gauche. C'est quelqu'un qui préfère que la gauche perde que de revoir sa position. Oui, on a l'impression quand même que votre mouvement politique a littéralement éclaté en vol et que ce n'était qu'un cartel. Alors la France Insoumise, si vous souhaitez. On a l'impression que la NUPES n'était qu'un cartel électoral qui aujourd'hui n'a plus du tout lieu d'être et n'a plus aucune cohérence. Voilà. Peut-être, mais vous êtes dans votre rôle. Mais regardons les faits, pas les propos sortis dans les discours des dirigeants. Moi, je ne suis pas là à regarder les dirigeants. Moi, je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, ça va bien et ça va très bien. Allez, il est 9h37. Je vais essayer de prendre un maximum d'auditeurs. Oui, j'ai fait passer 11 amendements. 11 amendements ont été votés en commission des finances la semaine dernière. Mais personne ne conteste votre activité à l'Assemblée nationale, Jean-Yves Rattenon. Je ne parle pas de moi. Oui. Et tous les amendements ont été votés par l'ensemble des députés de la NUPES, mais aussi des députés du groupe Lyot, dont fait partie Mme Nathalie Bassir. Et qui pourtant, à la base, est de droite. Hein, voilà, je le précise. Écoutez, je vais vous dire que je vote à 90% de ces amendements, et elle aussi pareil, puisque, comme je l'ai dit dès le début de cette émission, nous les rayonnons avant tout, et c'est la Réunion qui compte avant tout. Si un jour vous êtes, parce que vous dites que vous êtes avant tout membre de Résistant 974, c'est effectivement. Mon identité. Voilà, c'est votre identité. Si un jour le Rassemblement national vous approche, Jean-Hugues Rattenon, qu'est-ce qui se passe? Non, il est hors de question. Puisque vous avez refusé de prendre position au deuxième tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je vous pose la question. Entre la peste et le choléra, je ne prends pas position. Allez, on va au standard. 02 62 99 10 00. Il nous reste 22 minutes. On va essayer de prendre un maximum de monde. C'est une promesse. Bonjour. Bonjour, je vous invite, Jean-Hugues Rattenon, à mettre le casque pour pouvoir entendre de manière intelligible les auditeurs. La personne au bout du fil tarde à répondre. Oui, bonjour monsieur. Je suis en direct, oui. Oui, tout à fait, vous êtes en direct. Bienvenue monsieur. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. J'aurais voulu interpeller l'élu, car c'est l'élu qui m'intéresse dans ce cas présent-là. L'élu s'appelle Rattenon Jean-Hugues. Du nouveau PTZ, de la mouture 2024 que M. Bruno Le Maire a annoncé. Alors le prêt à taux zéro. Tout à fait. Alors là, on parle de la Réunion, et puis justement, c'est le cœur de mon questionnement. À partir du moment où lui, il a annoncé effectivement le rehaussement des seuils, le rehaussement du prêt, donc tout ça, c'est bien beau, c'est des belles annonces. Par contre, ce qui est vraiment où il faut faire la différence, c'est au niveau du zonage. À savoir que on est un petit peu technique, monsieur, mais en clair, pour schématiser, bon voilà, pour les primo-accédants, les jeunes, alors c'est sous condition, il y a des conditions de revenus, effectivement. Bruno Le Maire a sorti de sa poche, effectivement, ce prêt à taux zéro
parce qu'effectivement, à cause de la hausse des taux d'intérêt, c'est très compliqué. C'est le zonage qui est important. Voilà. Si vous voulez, c'est que notre zonage était classé en zone B1. Et en zone B1, on ne peut acheter que des appartements neufs. Alors, d'accord, mis à part quatre communes de la Réunion. On est un peu technique, monsieur. Quelle est votre question? Sans parler de B1, B2, B3, parce que ça ne parle pas à tout le monde, ça, en fait. Monsieur, c'est pas monsieur, je vous dis juste que... Monsieur, je vous dis juste que 99% des gens qui nous écoutent ne comprennent absolument rien à ce que vous dites. Voilà, parce que c'est technique. Moi-même, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut avoir une question simple, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce qu'il serait possible de classer toute la Réunion en zone A afin que tout le monde puisse bénéficier du prêt à taux zéro pour de la construction neuve? Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on ne peut acheter qu'un appartement. Quand vous voyez le prix des appartements neufs, déjà des programmes neufs, il n'y en a pas. Et quand vous voyez le prix d'un appartement en programme neuf, déjà pour y accéder, en général, c'est la défiscalisation, donc c'est les gros salaires qui en bénéficient. Donc nous, quelque part, on ne nous arrête pas de parler du taux de pauvreté, de tout ça à La Réunion, mais on nous classe en zone B1, et puis concrètement... Merci, monsieur. Merci pour cette question. Merci, monsieur. Je vais essayer de simplifier la question de monsieur, parce qu'elle est pertinente, sa question, sur effectivement la hausse des taux d'intérêt. On va sans doute passer la barre des 5% de taux d'intérêt, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, c'est déjà le cas. Alors bon, les primo-accédants, les petits salaires et en même temps les loyers qui explosent, hein, parce que c'est très compliqué pour les Réunionnais aujourd'hui de se loger sur leur île. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, légiférer et faire une sorte de préférence régionale pour les natifs de la Réunion par rapport, je ne sais pas moi, à l'achat d'une maison ou... Bon, une mesure qui nous concerne davantage, les loyers. Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus? C'est très compliqué. Encore s'il y a un peu, d'ailleurs... préférence régionale, effectivement. Trop souvent, pourquoi les prix ont explosé? Parce que les gens, depuis la métropole, depuis l'Hexagone, achètent ici et font exploser les prix. Et aujourd'hui, c'est le cas. On n'arrive plus à trouver un loyer. Les gens... classe moyenne, monsieur parlait les pauvres n'achètent plus. Je pense que ce n'est pas la peine d'aborder cette question. Les gens de la classe moyenne n'arrivent plus à acheter et n'arrivent plus aussi à avoir un prêt dans les banques. Effectivement, sûrement, il faut trouver un dispositif de compensation. Je crois qu'un parlementaire avait fait une proposition dans le cadre de la loi de finances, parce que ça concerne la loi de finances, mais malheureusement, il y a eu le 49.3 et le 49.3 fait sauter toutes les propositions. Donc, oui, monsieur, je vous donne mon numéro de téléphone, les 06 93 11 68 32. C'est mon numéro personnel. Vous pouvez faire sonner là, ça sonne. Et donc, appelez-moi et nous allons réfléchir là-dessus et peut-être voir les autres parlementaires pour faire une proposition. On continue au standard, des questions très pratico-pratiques, hein, comme on les aime, c'est important. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. Oui, je souhaiterais poser une question à M. Rattenon. Vu qu'il est au pouvoir, il est député depuis 5 ans, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait pour les classes basses de la Réunion. Quand je parle Réunion, je ne parle pas métropole. Hein. Ouais. Ici, actuellement, tous les classes basses n'ont plus d'argent pour finir le mois. Moi, c'est ça qui est important. Il parle de la métropole. Ok, d'accord, mais à La Réunion, est-ce qu'il voit un peu qu'est-ce qui se passe? Peut-on connaître, monsieur, votre situation personnelle pour que, bon, sans indiscrétion, Nous, on est comme tout le monde, on attend. Situation personnelle, on n'a plus rien pour vivre, quoi. C'est-à-dire que, bon, vous et madame travaillez avec des enfants, c'est ça? Oui, voilà. Oui, et c'est... à ce jour, on n'a plus rien. Vous avez des salaires bas, c'est ça? Rien. Ouais. Parce que, soit, enfin, quand je prends le cas de ma belle-sœur, soit son mari ne travaille pas, elle travaille, elle est au-dessus de, du seuil, d'accord. Voilà, du seuil pour pas dépasser. Mais à chaque fois, pourquoi eux, au pouvoir, ils mettent pas La Réunion dans, je sais pas moi, dans une zone qu'on a droit à tout. Vu que La Réunion tourne en rond, on peut pas aller travailler ailleurs. Merci. Les gens d'ici peuvent même plus quitter La Réunion pour aller. Oui, merci, monsieur. Bon courage à vous et à votre femme, monsieur. Je vais élargir la question de monsieur. C'est vrai que Jean-Luc Rattenon, vous souhaitiez élargir le BQP. Élargir le BQP, hein, ça signifie tout simplement, par exemple, vous vouliez intégrer le carburant au BQP, c'est toujours le cas? Élargir le BQP, pas au-delà. J'ai demandé au préfet. Je suis intervenu à la SRPP dernièrement. Il y a quelques jours, oui. Sollicité le préfet justement pour réviser les prix à la baisse et voir quel dispositif
autre que les dispositifs actuels, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution du prix du baril de pétrole qui n'influe directement sur le prix des carburants et voir si on peut mettre... Quels sont les leviers nécessaires et disponibles à La Réunion, sachant qu'on n'a pas de TVA sur le carburant ici, hein, voilà, sur quoi on peut jouer alors? Il y a les marges, moi je fais la proposition d'une marge flottante et peut-être même réfléchir à de la taxation flottante. C'est-à-dire on réajuste en fonction de l'évolution pour appliquer le juste prix. On n'aura jamais... Il faut une négociation avec les pétroliers. C'est une négociation à mener. Les pétroliers s'engraissent quand même dans ce pays, que ce soit dans l'Hexagone, mais aussi à La Réunion. S'il y a un corps de métier, s'il y a une branche où on ne paye pas de l'argent et on gagne beaucoup, ce sont bien eux. Ils ne peuvent pas prendre tout le temps et ne pas penser quand même à notre économie. Pourquoi je parle des carburants? Parce que c'est la clé de tout. La clé de tout. Ce matin, je suis parti de chez moi à 7 heures. Je suis arrivé à 9 heures, ici 2 heures de temps. Celui qui travaille, eh bien, à la fin du mois, c'est 200, 250, 300 euros. C'est ça aussi un problème. C'est-à-dire prendre un emploi quand on sait que nous allons payer plus à la fin du mois que de rester chez soi. Donc, il y a des solutions à trouver à ce niveau-là. Mais en termes de BQP, c'est réviser aussi les produits. C'est quoi un produit de première nécessité aujourd'hui? Est-ce que c'est cette liste de BQP actuellement? À mon sens, non. Les pièces automobiles. Les pièces automobiles, la téléphonie. Pourtant, l'ancien ministre avait promis. Donc, est-ce qu'on parle aussi des mutuelles? Est-ce qu'on parle d'autres secteurs, etc. Puisqu'on paye beaucoup dans le domaine des mutuelles. Donc, c'est réviser qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui. Beaucoup d'appels, Jean-Hugues Ratenon, pour vous. Hein. Les gens veulent vous parler. Allez, on continue au standard. C'est Freedom, quand même. Allez, on continue au standard. Bonjour. Allô? Oui, bienvenue, monsieur. Voilà. Jean-Hugues Ratenon vous écoute. Bonjour à vous sur le plateau. Oui. J'ai une question à poser à monsieur le député concernant les caillasseurs de bus. Très bien. Alors, on l'a un peu évoqué en début d'émission, mais vous pouvez y revenir, monsieur, avec plaisir, oui. Oui, je vais aller faire vite. Bon, ne pourrait-on pas regrouper tous ces malfrats, caillasseurs, dans une structure style APK, avec des éducateurs adaptés, et appliquer ensuite les sanctions parentales pour éradiquer ce fléau? Quand vous entendez sanctions parentales, monsieur, vous voulez évoquer peut-être les allocations, hein, c'est ça? Oui. Bon, on l'a déjà un peu évoqué ça. Alors, le retour de l'APK, dit monsieur, est-ce que vous y êtes favorable? Écoutez, s'il faut retourner, il faut retourner. Maintenant, avec des règles bien précises de respect de la personne, du droit de l'enfant, etc., etc. Parce qu'il y a eu des dérives. Et donc, il faut réfléchir. Il y a une réflexion actuellement sur la prison ou la formation et à quel moment la prison, à quel moment la formation. Mais la clé de tout, c'est de les attraper d'abord. On ne les attrape pas. C'est ça le problème. Et donc, comment faire pour mettre la main dessus et quelle solution après? Et je le dis très clairement, même si c'est une tendance, et moi, je n'ai pas peur, moi, d'être à compte courant. Hors de question de toucher à l'allocation familiale parce que très souvent, dans une famille, il y a plusieurs enfants. Vous l'avez dit. Okay. Et on ne sanctionne pas les autres. Allez, on continue au standard. Bonjour et bienvenue. Nouvel appel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais intervenir sur le thème du travail et surtout sur le texte qui a été voté il n'y a pas très longtemps là, sur les arrêts de travail, les arrêts maladie, c'est-à-dire. Ok, oui. Donc voilà, donc je voulais savoir, ils parlent beaucoup en termes d'abus, et c'est vrai qu'il en existe. Et donc, je voulais savoir, comme moi, par exemple, comme M. Ratenon, là, il est un peu grippé. Moi, j'ai eu la grosse grippe. Et donc, j'ai dû être hospitalisé. Et je ne suis pas encore rentré au travail. Là, je suis encore au rétablissement. Et les gens me disent, alors, ces vacances, comment ça se passe? Ce sont vos collègues qui vous disent ça, c'est ça? Voilà, oui. Donc, ça vient du... Donc, on vous accuse un petit peu de profiter du système et vous ne supportez pas ça? Je ne supporte pas parce que moi je lui ai dit, c'est des vacances comme ça, je vous les offre, je vous les paye même, si vous prenez tout. Bon, quelle est votre question alors, monsieur, pour être concret? Pour être concret, donc c'était au terme du travail. Qu'est-ce que monsieur Ratenon pense des gens qui veulent tout travail, l'État veut le tout emploi, mais c'est patrons qui veulent embaucher en
en réduisant les catégories des gens, quoi. Alors, c'est-à-dire embaucher à bas coût, hein, j'essaie de comprendre. Voilà. Allez, merci monsieur. Bon rétablissement surtout, monsieur. Hein, et n'écoutez pas vos collègues, ce sont des imbéciles. Allez, merci beaucoup. Jean-Hugues Rattenon, alors, la question des salaires, effectivement, la question des salaires, c'est vrai qu'on a vu une sorte de basculement en métropole il y a quelques mois, durant la saison estivale, notamment dans la restauration, puisque les saisonniers ont réussi à effectivement obtenir davantage de salaires et parfois même des logements qui étaient pris en charge par les patrons. Ça concerne la restauration. Malheureusement, trop peu de secteurs ont réussi à faire pression comme ça sur le patronat. Quels sont les leviers possibles pour essayer justement d'augmenter, dans les métiers en tension, le salaire des travailleurs? Écoute, si on regarde les prix dans la restauration à La Réunion, on est plus ou moins sur les mêmes coûts que dans l'Hexagone, sauf à des quartiers bourgeois, etc. etc. Donc, peut-être il faudrait expertiser tout cela et voir est-ce que les patrons se mettent tout dans leur poche, est-ce qu'il y a une bonne distribution, redistribution des richesses. Donc ça, il faut regarder. Et puis, à mon avis, il faut interroger nos chambres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Picardo, Chambre des métiers, me dit qu'il faut absolument augmenter les salaires pour pouvoir attirer. C'est ça la solution. Voilà. Mais à côté de ça, les patrons ne peuvent pas toujours. Les patrons ne peuvent pas toujours. Les charges, alors, on peut jouer là-dessus? Moi, je pense qu'on peut jouer sur les charges et voir quel dispositif spécifique sur notre territoire pour justement booster la création d'emplois et la prise ou reprise d'un travail. Puisque nous savons tous de toute façon que l'emploi appelle l'emploi, l'argent crée de l'argent. Et donc, booster l'économie à travers la consommation, ça va générer de la richesse. Donc, et l'État sera gagnant dans cette affaire. Mais pour l'instant, on a comme le constat que l'État veut calquer la politique de l'Hexagone à La Réunion et dans les Outre-mer, alors même qu'il faut tenir un peu plus en compte nos spécificités. On continue au standard. Je rappelle le numéro 02 62 99 10 00. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Bienvenue, madame. Bonjour, monsieur Rattenon. Moi, j'aurais une question sur les familles monoparentales. Les familles monoparentales, oui. Voilà, moi, j'élève mon fils seul, je travaille. J'ai un salaire, je pourrais payer un crédit, acheter une maison. Quel est votre salaire, madame, sans indiscrétion? J'ai 2100 euros. Je pourrais payer, parce que là je paye mon loyer, donc je pourrais payer un crédit. On ne m'accorde pas de crédit, on me dit parce que je suis seule quand ils calculent toutes les charges. Avez-vous d'autres crédits en cours, madame? Non, j'avais pas de crédit en cours parce que ma voiture était vraiment à la ramasse et je m'étais dit je fais pas de crédit, je répare ma petite voiture, j'essaye d'avancer pour avoir un crédit pour une maison. Mais quand j'ai vu que ça passe pas, j'ai dit bon ben ma voiture. Pardon, je suis encore plus indiscret, madame, mais c'est pour qu'on puisse comprendre votre situation. Quel était le prix de ce bien immobilier que vous convoitiez? Le truc coûtait que 120 000 euros. Ah oui, c'est pas très cher, oui, d'accord, voilà. Ok. Bon. Donc voilà, en fin de compte, nous on travaille, on n'a droit à rien. Je paye une mutuelle. Je paye, et en fin de compte, on vous dit bon, vous avez droit à un petit peu de. On nous l'a fait à l'envers. À mon avis, c'est la règle du tiers, madame. Est-ce que, et c'est la loi malheureusement, est-ce que c'était quoi votre mensualité pour payer le crédit? Le taux d'endettement veut dire Jean-Hugues Rattenon, hein. On m'avait dit, j'étais à la limite, c'est 33, il me semble que c'est 33%. Exactement. 33%, la règle du tiers. Ouais, voilà. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait faire quelque chose pour les gens qui travaillent? Parce que c'est vrai, c'est la règle, c'est comme ça. Mais les lois, peut-être, faudrait changer parce que l'orthodontiste, on paye tout. Et quand moi, je suis pas jalouse, moi, de quelqu'un qui travaille pas parce qu'il veut travailler aussi, hein. Mais quand nous, moi, pour aller au dentiste, là, je vois, j'ai un truc à me faire rembourser, franchement, c'est le bout du monde. Et après, l'État nous l'a fait à l'envers en disant, vous travaillez, on va vous donner telle ou telle chose. Mais en fin de compte, quand vous avez telle ou telle chose, là, si vous avez un petit peu d'aide de logement, d'un côté, vous avez, mais ça vous coupe de l'autre côté. Donc, en fin de compte, on n'a rien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes exactement dans le problème des effets de seuil. Vous avez un salaire moyen et à cause de ça, pas de CMU,
pas d'aide au logement ou très peu. Et vous êtes imposable, madame, par-dessus le marché ou pas du tout? Non, parce que j'ai un enfant là, ça passe encore limite. Mais bon, je pense que ça va pas tarder. Le pire, c'est ça. Bon, très bien. Merci, madame, pour cette... Et bon courage, surtout bon courage dans cette situation. Jean Grattenon, les fameux effets de seuil. Alors, parce que ça faisait partie, en tout cas, des objectifs d'Emmanuel Macron, hein, pardon de le rappeler. Les classes moyennes, effectivement, redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. On se rend compte que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, la classe moyenne a explosé. Il y avait des problèmes avant hein, aussi. Hein, oui. Voilà. Non, mais la classe moyenne existait plus ou moins. Aujourd'hui, la classe moyenne a explosé. Et madame donne l'exemple même. Mais vous savez qu'il y a des personnes comme madame, par exemple, l'employeur propose une augmentation de 100-150 euros. Eh bien, les personnes refusent. Parce qu'ils basculent de l'autre côté et peut-être même ils vont payer encore plus d'impôts. Donc, nous sommes dans un système où... il y a comme ça des situations où les gens sont bloqués. C'est pour cette raison qu'on avait proposé une réforme dans le cadre de la loi, de finances sur justement les différentes catégories, les différentes classes pour les impôts. Donc, à mon avis, peut-être que les banques devraient regarder un peu plus au cas par cas, mais ils sont aussi soumis à la loi. Donc, il y a malheureusement ces situations. Et je voudrais dire quand même, puisque monsieur tout à l'heure disait que je suis au pouvoir, je ne suis pas au pouvoir. J'ai une responsabilité et c'est la Macronie qui est au pouvoir. Allez, on continue au standard 02 62 99 10 00. Bonjour. C'est à moi? Oui, c'est à vous, madame. Bienvenue. Oui. Bienvenue sur l'antenne de Freedom. Voilà, bonjour. J'ai deux questions pour monsieur Ratneau, s'il vous plaît. Voilà, je voulais savoir, ils sont plusieurs députés pour voter à l'Assemblée. Hein? Oui. Déjà, je voulais savoir, qu'est-ce qu'ils font pour les billets d'avion à La Réunion? C'est très cher et on a des enfants en métropole, on ne peut même plus aller les voir, premièrement. Deuxièmement, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils font pour la préférence régionale, les emplois. Très bien. Deux questions très précises, madame. Merci beaucoup. Vos enfants sont où en métropole? Oui. Dans quelle région? Dans l'Essonne. Voilà, le département 91. Écoutez, passez-leur le bonjour de ma part. Jean-Hugues Grattenon, alors deux questions très concrètes. Les billets d'avion. Bon voilà, alors c'est vrai que Frédéric Maillot, député GDR, avait émis l'hypothèse de ramener le prix du billet d'avion Réunion Métropole à un tarif d'avant Covid. Proposition utopique ou bien vous le rejoignez? Non, ce n'est pas une proposition utopique et c'est ce que demande aussi l'ensemble des parlementaires. Sur les billets d'avion, nous sommes tous d'accord, sans exception, à La Réunion. Mais qui paye alors? Mais pas seulement, mais aussi les autres parlementaires des autres outre-mer. Mais qui payent? L'État aide bien à travers des subventions les compagnies pétrolières et les compagnies aériennes. Donc, à partir de là, où ils sont subventionnés, donc l'État doit pouvoir demander des comptes sur leur marge, et donc voir comment compenser cela. Il existe pour une partie de la population ce qu'on appelle la continuité territoriale, ce qui m'amène... Tous les 3 ans, maintenant. Tous les 3 ans, ce qui m'amène à la deuxième question. Mais pour finir sur la première question, il faut continuer à faire pression sur l'État. Rappelez-vous quand même, dans le programme d'Emmanuel Macron, il avait quand même promis un certain nombre de choses pour les billets d'avion et on attend toujours. Et une mission flash, je crois, est programmée par la délégation Outre-mer ou par l'Assemblée nationale sur cette question des prix des billets d'avion. La préférence régionale, c'était la question de madame. Et donc, je regrette quand même que j'étais, à mon avis, le seul à monter au créneau sur cette Frédéric Maillot monte au créneau également. Attends, je n'ai pas terminé, vous ne savez pas de quoi je vais parler. Allez-y alors. Vous arrivez à lire dans... Allez-y. Bon, sur la question que la continuité territoriale finance les billets et l'installation des hexagonaux, pour ne pas dire les métropolitains, qui ont un projet professionnel pour venir à La Réunion, alors même que nous avons une pénurie d'emplois sur notre territoire. Donc, c'est véritablement la politique de colonisation à travers ce dispositif. Et j'ai dit, il est hors de question, et je ne suis pas le seul à le dire sur cet aspect. Concernant une politique de priorité d'emploi pour les locaux à situation exceptionnelle, je le dis, mesure exceptionnelle, il y a une pénurie d'emplois sur le territoire. Donnons la priorité aux rayonnés à compétences
suffisant. Quand il n'y a pas les compétences, il faut aller chercher à l'extérieur. Voilà, parce que il n'y a pas toujours les compétences. C'est une question de solidarité. C'est pas dire nous allons rester entre nous. Non, c'est une question de solidarité. Il y a beaucoup plus d'emplois dans l'Hexagone. Restez là-bas, prenez les emplois là-bas. Et concernant les emplois à La Réunion, laissez pour les rayonner. Dernière question au standard. Il est 9h59. On va essayer de tout faire rentrer. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. Oui, il nous reste 1 minute. Je vous en prie, monsieur. Oui, je vais faire très vite. Hein. Ouais. Bon, je suis le dernier. Ouais. Voilà, j'ai une question à poser à monsieur Rattenon, même deux. Monsieur Rattenon, je vous ai écrit par mail il y a déjà 2 ans, 3 ans de ça, et c'est votre secrétaire qui m'a répondu. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez donné vos coordonnées personnelles de députés. Votre question, monsieur, votre question. Ma question, elle est très simple. C'est-à-dire, l'autre jour, monsieur Rattenon a été interrogé sur la violence et les faits de violence à La Réunion. Et les questions que je lui avais posées par courrier, par mail, c'était dans ce sens-là. C'est comment on peut faire à La Réunion, non pas des assises, hein, parce que je connais déjà la réponse de monsieur Rattenon, mais comment on peut faire pour amener des techniques qui sont innovantes et qui sont opératives sur le terrain pour pas endiguer la violence, mais au moins la baisser. Voilà. Merci, monsieur. Question allez, un peu théorique, mais essayons d'y répondre peut-être. Je ne vais pas remettre en cause les propos de monsieur. Je ne me rappelle pas de ce courrier. Maintenant, j'invite monsieur à m'appeler puisque apparemment il a pris mon numéro de téléphone. Allez, merci beaucoup Jean-Hugues Rattenon. Merci à vous d'avoir participé à cette émission Face à Face. La semaine prochaine, à votre place, ce sera Michel Vergoz. C'est un habitué. Pas plus que vous. Pas plus que vous. Non. Vous êtes venu 2 fois en 2 ans et lui, ce sera sa 2e fois en 2 ans. Il n'y a pas de préférence ici et on est tenu de rendre des comptes à l'ARCOM, nouvellement le CSA. Voilà. Merci Jean-Hugues Rattenon. Émission beaucoup. À voir sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir commenté cette vidéo. Ne m'appelez pas tous en même temps parce que ça va être compliqué. Et merci à vous également qui nous écoutez d'avoir été aussi nombreux à réagir. À bientôt.